Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. C'est l'épisode 8 déjà. On aura 10 épisodes dans cette saison. Voilà, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser sur les émotions à l'école. Alors là, j'ai un peu plus centré sur les enseignants, mais on est d'accord, on est sur parentalité et coéducation surtout. Donc c'est pour ça qu'il est très important que toutes ces tous ces éléments-là sur les émotions soient gérés aussi bien à l'école qu'à la maison, bien sûr, pour créer une routine de confiance, une routine en lien sur la compréhension des émotions de l'enfant. Donc, soit de l'enfant pour le professeur ou de son enfant pour pour vous, pour les parents. Voilà. Donc, on va essayer de voir justement qu'est-ce qui est important justement dans les émotions et savoir sur les émotions. Donc déjà, vraiment, il faut bien comprendre que les émotions sont au cœur des apprentissages. Elles peuvent être un moteur comme un frein pour les apprentissages. Donc, on le sait tous, un enfant qui est submergé par la colère, la peur ou même la frustration ne peut pas mobiliser ses ressources cognitives pour apprendre efficacement. Voilà. Et donc, on va essayer dans un premier temps de comprendre ce lien entre émotion et apprentissage et voir comment on va faire pour améliorer un peu les choses. Alors déjà, comment ça fonctionne? Comment fonctionne le cerveau quand il va être sous l'emprise donc des émotions? Déjà quand une émotion intense surgit de peur, de frustration ou même de colère, le cerveau émotionnel prend le contrôle et court-circuite temporairement les fonctions cognitives supérieures. Donc comment ça fonctionne directement? Le cortex préfrontal est bloqué, donc c'est-à-dire toutes les zones de raisonnement et de contrôle sont temporairement inaccessibles quand du coup les émotions, sont là. L'amygdale est activée, donc ça veut dire que le cerveau émotionnel déclenche des réactions de survie automatique, donc il y a une peur, donc là, il y a plus de raisonnement, qu'est-ce que je dois faire pour remédier? Qu'est-ce que et du coup, on peut partir dans n'importe quelle, solution. Pareil pour la frustration, pareil pour la colère, bien sûr et la récupération d'informations, est altérée, donc tout ce qui est en lien avec la mémoire. C'est-à-dire que, on est régi par la peur, adulte aussi, hein, d'ailleurs, hein. On est régi par la peur, donc on se souvient pas, si on n'a pas oublié ci, on n'a pas oublié ça, voilà, parce qu'on a la mémoire qui est vraiment très perturbée. Donc il faut pour moi, c'est pour ça que je parle souvent de colère, peur et frustration parce que c'est les 3 émotions fondamentales que va vivre, son enfant. Alors pas il y a pas que ces émotions négatives, mais moi je reste sur ces émotions négatives. Comment on va faire pour y remédier, enfin en tout cas pour régler un peu ces émotions-là, qui vont, éviter justement que l'enfant apprenne. Parce que du coup, tout ce qui est émotion comme la joie, des choses de ce style-là, finalement, ça ne peut être que positif, hein, du coup, sur les apprentissages. Mais là, je reste plutôt sur les 3 émotions fondamentales qui, peut altérer, les apprentissages. Donc il y a la colère, la colère, qui est vraiment une réaction face à une injustice perçue. Voilà, on a l'impression que du coup, on a, alors en classe, par exemple, on a l'impression qu'on a été, grondé, injustement, alors que c'était son copain qui avait fait la bêtise ou la copine qui avait fait la bêtise. Voilà. Donc voilà, on peut avoir des cris, de l'agitation et parfois de l'agressivité quand on est en colère là-dessus. Heu, Quand on est à la maison, ça peut être une colère parce qu'on avait envie de faire ci, on avait envie de faire ça et puis finalement on se sent incompris et donc on a de l'agitation, des cris et parfois de l'agressivité, bien sûr. La peur aussi qui est une émotion, assez prenante en fait pour l'enfant et même pour l'adulte d'ailleurs. Donc ça, c'est souvent, une émotion de protection face à un danger réel ou imaginé. Alors ce n'est pas forcément un danger physique, ça peut être un danger
mentale, donc tout ce qui est peur de l'échec, peur du jugement, peur de la séparation. Là, on est vraiment sur de la peur et ça va paralyser son enfant. Et là, la peur de l'échec, on l'a dans tous les apprentissages. Le peur du jugement de l'adulte, que ça soit le professeur ou que ça soit le parent, et peur de la séparation, donc séparation avec ses parents où on a un autre cocon. Et du coup, voilà, toutes ces peurs-là rentrent vraiment dans l'objectif de nos vidéos, hein, c'est-à-dire en lien avec école et famille. La frustration, donc, qui sont des tensions liées à un obstacle, une difficulté ou un objectif non atteint, ça génère du découragement et peut mener à l'abandon. Un exemple flagrant, c'est un élève qui a du mal à apprendre ses tables de multiplication, par exemple. Ben, du coup, si le parent dit, mais pourtant c'est pas si compliqué que ça, mais ton frère ou ta sœur, elle y est arrivée, ou etc. Ça va créer vraiment ben, pour lui c'est un obstacle, ou pour elle c'est un obstacle pour l'enfant, donc pour lui. Donc c'est un obstacle. Et donc du coup, il y a une difficulté. Mais en plus, on n'arrive pas à la surmonter parce que on nous décourage entre guillemets. Donc ça va créer, bien sûr, de la frustration. Heu, quel est, comment on fait? Comment on va pouvoir faire pour, remédier à ça? Alors il y a plusieurs éléments, qui va nous permettre de réguler ces émotions-là, pas de les enlever, hein. On peut pas enlever des émotions. On essaye de les réguler et surtout, on essaye, que lui-même, l'enfant, les régule pour qu'il se construise et pour qu'il soit maître de ses émotions et qu'il devienne un adulte construit après. Alors, la première base, c'est d'accueillir sans juger. Par exemple, on a notre enfant qui est en colère, on peut très bien lui dire: ben tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, toutes les émotions sont acceptables», voilà. Et alors, quand on voit des choses sur, des réseaux sociaux, qui contrecarrent la bienveillance, on va dire, et qui disent: «Oui, mais en fait, on va dire ça et donc il pourra faire ce qu'il veut, il pourra casser tout et cetera». Non, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je l'ai rajouté dans la phrase. C'est toutes les émotions sont acceptables, même si tous les comportements ne le sont pas. Donc, émotionnellement, tu as le droit de réagir, d'être en colère, etc. Maintenant, tu n'as pas le droit de taper, tu n'as pas le droit de casser, tu n'as pas le droit de casser les murs, des choses comme ça. Donc, bien sûr qu'il y a des limites. Il y a des limites. Il y a aussi des limites en lien avec sa sécurité. Bien sûr, il y a des limites dans tout. Forcément. Mais l'idée, c'est d'accueillir, de trouver un stratagème pour libérer son émotion aussi, sans que du coup il se mette en danger ou il casse tout, etc. et que ça soit n'importe quoi. Voilà. Mais le fait d'accueillir et de se dire et de se sentir en fait validé émotionnellement, ça va permettre à l'enfant de se sentir compris et sécurisé. Et ça, euh, c'est vraiment des conditions indispensables pour qu'il puisse progressivement réguler ses émotions. Voilà, ça c'est vraiment très important, ça c'est la base de l'accompagnement et qui est souvent dénigré en disant oui, ben alors du coup il peut faire ce qu'il veut, non. C'est pas du tout ce que je dis et c'est pas du tout, je pense, ce qu'il faut faire. Maintenant, en plus de cette validation, il y aura des moments où on aura des pics, des émotions très intenses, grosse colère, grosse frustration, voilà, grosse peur. Là, ça va pas suffire, en tout cas, d'avoir cette validation. Pour moi, je pense qu'il y a trois choses à faire qui ne sont pas forcément dans l'ordre. Là, il faut vous les sentir, ces trois choses-là. Ça va dépendre de votre enfant, de la connaissance de votre enfant. Ça va dépendre aussi du ressenti que vous avez, parce que du ressenti en tant que parent, voilà. Mais ces trois choses-là sont la respiration consciente, la verbalisation et la pause. Alors la respiration consciente qui vient finalement de tout ce qui est méditation consciente, c'est la respiration. Donc euh, en, après, enfin, il faut le faire au moins 3 fois. Si on le fait 4 fois, 5 fois, pourquoi pas, hein, mais pour moi, il faut faire faut le faire au moins 3 fois. Donc, une grande inspiration et on souffle doucement par la bouche. Mais surtout, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. L'idée étant de faire une grande inspiration par le nez
potentiellement de bloquer 1 ou 2 secondes et après de souffler mais doucement par la bouche, pas de faire non, ça fonctionne pas, c'est je sais pas si vous m'avez entendu quand je faisais ça, mais sincèrement, c'est très important du coup d'avoir ça. Une fois, ça suffit pas. 2 fois, pour moi, c'est un peu limite. 3 fois, c'est le minimum à faire. Donc 3 fois, c'est bien. Ça permet justement de réactiver le système nerveux parasympathique et ça permet d'apaiser le corps. Donc là déjà, euh, son, en- son enfant va être beaucoup plus prompt à, à, comment dire, à nous écouter quand on va dire quelque chose ou lui à verbaliser. Et justement, c'est la deuxième chose, c'est la verbalisation. Lui, s'il arrive à mettre des mots sur ce qui se passe en lui, ça va aider l'enfant à prendre du recul de façon supplémentaire en plus de la respiration. Et ça, vous pouvez très bien l'aider. Faut l'aider, je pense, surtout les enfants de jeune âge, mais qu'est-ce qui t'a mis en colère ou de quoi as-tu peur? Et ça va activer donc les zones cérébrales du langage et ça va diminuer l'intensité émotionnelle. Donc, vous voyez que déjà ces 2 choses, ça va permettre de réactiver le système nerveux parasympathique, ça va permettre de diminuer l'intensité émotionnelle et surtout de réactiver les zones cérébrales du langage. Donc là déjà, on va revenir à tout ce qui est dans le cerveau non émotionnel. Et après, alors, c'est après ou avant. Là, c'est à vous de voir. C'est la pause. Alors, la pause n'est pas une punition. C'est un temps de retrait dans un espace calme. Et donc, c'est pour ça que je le dis aussi bien que pour les professeurs que pour les enseignants. Pour les professeurs, c'est bien d'avoir un coin apaisant en classe. Souvent, ça permet de mettre en retrait un élève qui a besoin de décharger ce côté émotionnel pas en cassant tout, je répète, mais en se retrouvant de lui-même. Déjà, ça lui permet d'y s'isoler pour revenir bien comme il faut, et ça permet que ça fasse pas tache d'huile sur l'ensemble des autres élèves. Voilà, ça c'est vraiment très important. À la maison, c'est peut-être un peu plus simple, ça soit la chambre, la cuisine, voilà, en tout cas une pièce qui va permettre à l'enfant de retrouver ses ressources intérieures et de se retrouver lui-même. Voilà. Ça peut être important. Hem, voilà, ça peut être important. J'allais dire que des fois on part sur la facilité avec la totote, le doudou, et cetera, que sur les très, très jeunes enfants, qui peut être une aide, hein, je dis pas le contraire, parce que du coup ça peut être un bien, mais la pause dans un endroit calme est aussi bien, ça peut être en complémentarité, voilà. En tout cas, ces 3 choses-là, je trouve que c'est très important. Et donc oui, ça alors je le dis surtout en classe, mais à la maison aussi, c'est ce pouvoir de nommer les émotions. C'est pour ça que, la plupart du temps, dans les petites classes, ils travaillent sur des livres en lien avec les émotions. Si vous pouvez prendre un livre, soit en acheter un, soit aller à la bibliothèque, médiathèque, de votre ville, ou de votre village, vous pouvez très bien récupérer des livres sur les émotions. La plupart du temps, à la médiathèque ou à la bibliothèque, ils ont ça. Et donc ça permet de lire avec son enfant et de comprendre un peu les émotions. Et ça, alors ça c'était issu de neurosciences affectives. Ça permet à son enfant de mieux comprendre les émotions, de mieux les appréhender, de mieux les gérer. Et donc, nommer ces émotions, ça s'appelle l'étiquetage émotionnel. Bon, c'est juste pour revenir sur le vocabulaire. Si vous voulez vous informer de façon supplémentaire en allant sur Internet sur l'étiquetage émotionnel, ça peut être pas mal. Sur certains sites, ils montrent certains livres qui peuvent être bien pour ça. Donc, voilà. Donc, je donne un exemple concret. Je vois que tu es frustré parce que l'exercice est difficile. Donc, ça nomme. Bien sûr, on l'accompagne en disant qu'on nomme cette frustration. Lui, l'enfant, il peut essayer de dire ah oui, je suis frustré parce que voilà, parce que par rapport à ce qu'il a vécu ou ce qu'on lui a dit de la frustration, ce qu'il a lu sur la frustration avec nous. Ou mais et petit à petit, il faudra que ça soit de lui-même qui dit je suis frustré parce que. Mais nous déjà, c'est pas mal que on mette des mots là-dessus. Je répète, aussi bien en classe qu'à la maison, coéducation.
Voilà. Alors pourquoi ça fonctionne? Justement, nommé, on arrive du coup sur tout ce qui est vocabulaire et raisonnement. Et donc du coup, ça active le cortex préfrontal. Et on avait vu au tout début que quand on était chargé en émotion, du coup, le cortex préfrontal, il était annulé, quoi, en fait. C'est-à-dire, il y avait un grand obstacle à y rentrer dans ce cortex préfrontal. Et c'était plus accessible. Et ça permet aussi de réduire l'activation de l'amygdale et donc le côté émotionnel, la peur et le côté je vais réagir spontanément de façon comme si c'était une survie. Voilà. Et donc ça va permettre de calmer la tempête émotionnelle. Voilà. Et à nouveau, hein, j'en vois beaucoup dans les réseaux qui parlent de tempête émotionnelle, qui parlent d'une éducation, ils appellent ça une éducation Montessori, avec calmer la tempête émotionnelle et tout ça, et c'est dit souvent en négatif. Non, ça a été détourné dans ces réseaux sociaux en disant ah oui, je sais que tu as une tempête émotionnelle, allez, tu peux me taper, tu peux me frapper, tu peux non, c'est pas du tout ça. Mais du coup, faire comprendre à son enfant qu'on le comprend, que c'est normal, qu'il va arriver à le réguler, qu'il aura besoin de nous pour le réguler au début et que petit à petit il va se réguler. Non, ça c'est de la construction de tout humain en fait. Voilà, c'est pas une question de je laisse tout passer et voilà. Voilà. Et donc voilà, les effets immédiats, c'est l'enfant se sent compris, reconnu et peut commencer à réguler son état interne. C'est ce que je vous ai dit, voilà, précédemment. Donc, vraiment, ce qu'il faut, pour créer cet environnement émotionnellement sécurisant, pour moi, il faut 4 éléments. Au-delà donc des interventions ponctuelles qu'on a dit, c'est-à-dire vraiment une grosse tempête émotionnelle ou endroit de repli, donc la pause, le côté, comme on a dit, avec la verbalisation, la respiration consciente. Voilà, ça c'est vraiment de façon épisodique quand on est vraiment dans des gros pics comme pour nommer hein, en fait ce qu'il vit hein, comme émotion. Maintenant, ça c'est c'est pour soigner les médias. Maintenant, pour le travail de fond, pour moi, c'est vrai que il serait très important d'avoir ces 4 éléments, notamment en classe. Qui permettrait d'avoir un endroit apaisant et calme du coup en classe, mais aussi ça peut être à la maison. Et alors ces 4 éléments, c'est la météo des émotions, le coin du calme, le dialogue ouvert et les routines rassurantes. Et surtout, on se dit oui, mais quand on est professeur, on se dit oui, mais là, c'est très bien, mais ça va me faire perdre du temps sur les apprentissages. Non, au contraire, ça va vous en faire gagner. Si on arrive à réguler l'ensemble des émotions des enfants, tout le temps, parce que c'est devenu une routine, c'est devenu des coins sécurisants, etc. Clairement, les apprentissages n'auront pas des hauts et des bas, c'est-à-dire des pics ou des moments où on va se dire ah oui mais là j'ai rien fait parce qu'il y a eu tel ou tel élève qui a fait ça. Non, en fait, on va essayer de réguler l'ensemble et donc ça va être un apprentissage toujours régulier et tout le temps. En fait. Alors, qu'est-ce que j'entends par météo des émotions? Donc ça pourrait être un rituel quotidien en début de journée ou un début de demi-journée où chaque enfant exprime son état émotionnel et justement ça permet justement cet étiquetage là émotionnel là de ce que je parlais tout à l'heure ici. Voilà. Donc ça permet de nommer, mais surtout de normaliser les émotions. Si on est triste, eh ben on est triste. Si on a peur, on a peur. Mais c'est pas grave d'avoir peur. Souvent en plus j'entends certains qui disent je suis triste et enfin, l'enfant dit je suis triste et le parent ou le grand-parent va dire oh mais moi j'aime pas quand tu es triste. Et donc là, l'enfant va se sentir en disant ah oui elle aime pas donc ça veut dire que c'est pas bien d'être triste. Non, on a tous le droit d'être triste, on a tous le droit de pleurer, on a tous le droit d'avoir n'importe quelle émotion. C'est surtout de savoir l'accueillir et que ça nous prenne pas tout notre être. En fait, c'est ça qui est très important. Voilà. Donc, donc ça, c'est une chose, pas forcément de dire ah oui mais j'aime pas ou oui ça c'est bien. Non, tout est bien dans les émotions. On a besoin de tout, de toutes les émotions pour vivre. Hein. Comme dans Vice Versa, si vous avez vu le dessin animé.
Le coin du calme, un espace, voilà, un espace dédié avec coussin, livres apaisants et outils sensoriels où l'enfant peut se ressourcer volontairement. Donc ça, je l'ai pas dit pour météo des émotions, je parle de rituels en classe, mais on peut très bien le faire à la maison, heu, avant d'aller à l'école ou même le week-end. On dit: «Alors comment tu te sens?» Ça coûte quoi? Ça coûte 2 minutes, c'est rien, rien de plus. Mais on verbalise et on normalise les émotions. Le coin du calme, forcément, c'est plus simple à la maison, voilà, mais comme je l'ai dit précédemment, mais du coup, je pense que ménager un coin du calme, alors notamment en primaire, mais au collège et au lycée, c'est totalement faisable aussi, ça peut être bien. Un dialogue ouvert, encourager les enfants à exprimer leurs besoins et leurs ressentis, créer un climat de confiance propice aux apprentissages. Donc, en cours, bah, du coup, on a un élève qui a un peu de mal à travailler, etc. On peut lui demander, alors comment, là, tu as du mal, pourquoi, quels sont tes besoins, quel est ton ressenti à toi, et donc de verbaliser son être, en fait. Ça va être dur au début, hein, parce que du coup, il faut arriver à créer ce vocabulaire affectif, enfin, qu'il ait ce vocabulaire affectif, et ça s'acquiert pas du jour au lendemain. D'où pourquoi les livres, le travail, que ça soit en classe ou à la maison, surtout ce qui est vocabulaire affectif, c'est très important, en fait, hein. Voilà, bien sûr, et et voilà, même tout ce qui se passe en primaire avec Évar, et même du coup au collège et au lycée, donc tout ce qui est Evars, où justement ça a été aussi détourné sur les réseaux avec tout ce qui est sexualité, etc. Pas du tout. Alors le côté sexualité, on pourrait l'avoir au collège et au lycée, mais c'est pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Oh, loin de là. Il manquerait plus que ça qu'on fasse ça. Mais c'est aussi les relations qu'il va y avoir avec autrui, comment se sentir, ou comment gérer sa jalousie, comment gérer sa joie sans exploser dans tous les sens, comment gérer du coup toutes ces émotions, ça rentre dans les VAR ça. Voilà. Et donc ça, on le fait à l'école, mais on le fait aussi en tant que parent. Je pense que c'est très important. Et trouver donc des routines rassurantes, donc des repères temporels clairs et des transitions douces réduisent l'anxiété et favorisent la disponibilité cognitive. Voilà, de se dire, ben là on va faire ci, on va faire ça de telle heure à telle heure, ou même si on a un enfant qui est assez petit, de telle heure à telle heure, ça ne marche pas, mais de dire, ben voilà, on va faire ça, une fois qu'on aura fini ça, on va faire ça, ou là tu pourras faire ta petite pause, ou après quand tu as fini ça, tu vas manger ton petit pain au lait, ou peu importe en fait. Mais n'ayant des transitions douces qui va permettre justement de pas être franco comme ça, c'est-à-dire que on dit bon, allez là t'es en train de jouer, ok, ben maintenant je te porte parce que là on a quelque chose à faire. Là c'est très compliqué parce que l'enfant s'était projeté en se disant j'avais envie de c'était mon petit coin là, j'étais en train de faire ça, pour moi j'avais l'impression que j'avais le temps de finir, et il comprend pas. Et donc là, ça va créer vraiment soit de la colère, soit de la frustration, voire même de la peur. Si on a les trois en même temps, ça va être compliqué. Voilà. Et c'est pareil à l'école. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où il va falloir se speeder, mais là, je pense que ça, c'est un travail de parents, hein, où on se dit, bon, on regarde l'heure, on a quel temps, ok, on a 10 minutes, est-ce qu'il a le temps de finir ça, oui, non, au lieu de lui proposer, au lieu de qu'il le fasse, et puis qu'on soit à la bourre, quoi. Ça, c'est plus notre faute, entre guillemets. Après, en tant que à l'école, ben du coup, c'est créer ce rituel en début, en disant bon ben là aujourd'hui, pour cette heure-là, on va faire une séance de physique, par exemple, j'en sais rien si on est en primaire, et on va faire ci, ça et ça. Et là, on sait que on a un but, on a des objectifs, il sait où il va, l'enfant, et ça crée moins de peur, ça crée moins de euh, ouais, de sentiment de ne pas savoir où on va, en fait. Voilà. Bon, quels sont les bénéfices donc d'une éducation émotionnelle, voilà, c'est-à-dire accompagner. J'ai mis éducation émotionnelle parce que j'arrivais pas à trouver d'autres termes parce que c'est une éducation normale en fait, hein. Du coup, ça parce que c'est du donnant donnant.
qui dit gérer les émotions de l'enfant dit meilleur apprentissage, donc meilleure éducation et donc bonne éducation. Donc bon, j'ai pas su trop comment le tourner, donc j'ai préféré le dire comme ça. Mais vraiment, alors déjà accompagner les émotions, c'est pas du temps perdu sur les apprentissages académiques, ça c'est faux. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Le début, oui, il va être un peu dur, le premier mois. Voilà. Mais une fois que la routine, elle sera faite, croyez-moi, le deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, que ça soit à la maison, faire le travail, ou pour faire n'importe quelle tâche d'ailleurs, ou que ça soit en classe, vous allez gagner du temps. Voilà, ça va porter ses fruits à court et long terme, ce que je dis. Donc là, j'ai essayé de prendre des données indicatives là-dessus. Donc j'ai arrondi, on était sur du 39,7, j'ai mis 40. Voilà, j'ai essayé d'arrondir le plus possible, juste pour avoir une tendance. Mais il y a 40% d'amélioration de la concentration. Voilà, des enfants qui sont mieux régulés sont plus disponibles pour apprendre ça. On l'a dit précédemment. Il y a 35% de réduction des conflits entre élèves ou entre élèves et adultes ou entre les deux enfants, si on a deux enfants ou trois enfants ou quatre enfants, donc entre frères et sœurs, ou de tension entre vous et votre enfant. Voilà. Et donc là, bon, j'ai centré plutôt sur l'école, mais moins de tension interpersonnelle, donc du coup entre personnes dans la classe, ben ça va permettre de développer ces compétences, bien sûr. 50% de meilleure estime de soi, c'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout, hein. Et les enfants développent confiance et résilience face aux défis. Parce qu'une fois que il aura euh, euh, compris sa frustration, exprimer sa frustration, réguler sa frustration, quand il va y avoir des frustrations beaucoup plus intenses. Je parle de frustration, par exemple, en lien avec des partiels, quand il va être à la fac. Ou, je prends un autre exemple, la peur qu'on va avoir quand on est à un jeune âge, la peur du loup, la peur de... Voilà, après ça va se développer avec la peur de l'abandon, ça va se développer avec la peur de mal faire. Et après, ça va se développer avec la peur quand on va avoir son propre appartement et du coup de se débrouiller tout seul. Mais justement, le fait d'avoir régulé toutes ces peurs du début jusqu'à la fin, ça va permettre vraiment de développer, de le développer. Et justement, il va avoir une confiance accrue en lui-même, cet enfant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour accompagner les émotions? Pour moi, première chose, c'est légitime. Voilà, toutes les émotions sont acceptables et méritent d'être accueillies. Joie, tristesse, peur, toutes les émotions sont légitimes. Voilà, il faut arrêter de se dire être triste c'est pas bien, pleurer c'est pas bien, même si pleurer n'est pas une émotion, avoir peur c'est pas bien. Non, parce que du coup, on va le vivre tous, ça. On va vivre tout ça. Et du coup, de le vivre en négatif, ça sous-entend que du coup, on n'a pas le droit de l'être, et donc derrière, on le vit encore moins bien. De nommer, mettre des mots sur ce que vit l'enfant, apaise, et ça apaise immédiatement. Outiller, donc, c'est-à-dire lui donner des moyens pour essayer de réguler ses émotions. Donc, tout ce qui est respiration, verbalisation et pause. Voilà. Et de cultiver cet apaisement émotionnel avec un endroit sécurisé et sécurisant, voilà, qui va permettre donc de mieux réguler ses émotions et donc de favoriser des apprentissages. Voilà. Et donc vraiment, en prenant soin des émotions de son enfant, on prend soin de l'enfant dans sa globalité et on crée des conditions optimales pour qu'il s'épanouisse et apprenne avec joie. C'est très important. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair sur tout ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez bien sûr aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.